Je vais vous parler de la communication non violente. J'ai un peu la pression parce que c'est un sujet dont je me suis rendu compte encore plus en le préparant que c'est assez vaste et complexe. Et donc du coup, j'espère que je vais réussir à être le plus fidèle possible parce que je suis absolument pas spécialiste. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse et je vais en tout cas vous parler de ce que j'en ai compris, du sens que ça a pour moi, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut contribuer à rendre le monde plus agréable à vivre. Donc c'est une méthode de communication qui a été élaborée par un psychologue américain qui s'appelait Marshall Rosenberg. Et en fait, il est parti du fait qu'il était assez perplexe face à la place importante qu'a la violence dans notre monde, alors que à peu près unanimement on a envie de vivre en paix. Donc il s'est dit que peut-être on s'y prenait pas d'une manière très efficace. Et il a réfléchi à ce qui pourrait nous aider à coopérer entre nous, à résoudre nos conflits et à vivre en meilleure harmonie. Et il propose une méthode de communication, donc ça parle bien sûr de travailler sur la manière dont on dit les choses, mais au-delà de ça, en fait, c'est une réflexion sur nos modes de pensée et sur l'intention avec laquelle on aborde nos relations avec les autres. Parce qu'il constate que, en fait, dans notre façon de nous comporter habituelle, il y a un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de la communication, qui nous coupent les uns des autres et qui finalement favorisent la violence sans que ce soit forcément volontaire de notre part. Alors, pour vous parler de ces obstacles à la communication, je vais vous donner quelques exemples pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Et pour ça, je peux commencer par vous parler de la situation qui m'a amenée à découvrir la communication non violente. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas mal de difficultés avec mon fils qui avait que 2 ans et demi, mais c'était déjà pas facile au jour le jour. Et on était dans une situation où on passait énormément de temps dans des rapports de force autour de choses que je voulais qu'il fasse et que lui ne voulait pas faire. Donc de enlever ses chaussures, manger, monter les escaliers, se laver, aller dormir. Enfin, tout était sujet à conflit toute la soirée. Et on en arrivait à des crises où il se roulait par terre en hurlant pendant des heures, en se tapant la tête par terre. Enfin, ça devenait vraiment l'apocalypse. Et moi, de mon côté, je me disais que c'était pas possible et qu'il fallait qu'il apprenne à respecter des règles et qu'il fallait pas que ça devienne un enfant roi. Donc j'essayais de prendre une position de plus en plus autoritaire et en fait, ça faisait que amplifier le phénomène. Je me souviens que j'ai fini par tomber sur un livre de communication non violente et que j'ai lu une phrase qui m'a pas mal parlé par rapport à ma situation, parce que c'est Marshall Rosenberg qui dit que ses enfants lui ont appris une chose très importante, c'est qu'ils ne pouvaient absolument pas les forcer à faire quelque chose. En fait, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est leur faire regretter de ne pas l'avoir fait. Et qu'en général, eux se débrouillaient pour lui faire regretter de leur avoir fait regretter. Et donc, c'est un peu la spirale que je vivais, et c'est quelque chose qui peut se déclencher à partir du moment où on cherche à obtenir des choses par des exigences, par la contrainte. Et ça, c'est le premier obstacle à la communication dont je voulais vous parler. Alors c'est vrai avec les enfants, c'est vrai avec les adultes aussi. Parce qu'en fait, quelqu'un qu'on met face à une exigence, il n'a plus que 2 choix. Soit il se rebelle, et là on rentre dans une relation de pouvoir, enfin de lutte de pouvoir. Soit il se soumet, et là on va avoir l'impression d'avoir ce qu'on veut, mais en fait on ne va pas forcément l'avoir pour les raisons qu'on aurait voulu. Parce que l'autre va faire ce qu'on veut par peur de représailles, ou parce qu'il va avoir envie d'obtenir quelque chose en échange, ou parce qu'il aura peur de ne pas être aimé. Et en fait, c'est pas vraiment ça qu'on aimerait. On aimerait que l'autre fasse quelque chose pour nous, par sa propre volonté et pour la satisfaction de contribuer à notre bien-être. Et donc ça, c'est pas possible de l'obtenir par une exigence. Et un deuxième exemple, c'est que quand on se retrouve dans une situation un peu conflictuelle, en général, on se demande rarement, en tout cas, à part pour les plus évolués d'entre nous, on se demande pas vraiment comment on va coopérer entre nous pour trouver une solution. On se demande qui a tort et qui a raison. Et la plupart du temps, on part du principe qu'on a raison, donc on va commencer à se raconter plein de choses pour se prouver à quel point l'autre a tort et pourquoi son comportement est pas normal, et on va projeter sur lui plein
jugements, plein de représentations, pour se sentir vraiment dans notre droit. Et en fait, ça pose un problème parce que quand on vient voir l'autre avec toutes ces a priori sur lui, et en lui expliquant qu'il a tort, il n'y a à peu près aucune chance qu'on arrive à obtenir quelque chose de lui. Et le deuxième problème, c'est que ça peut devenir dangereux parce que tout ça, ça finit par construire dans notre tête une image d'ennemi. Et derrière cette image, la réalité de l'être humain disparaît. Et c'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir commencer à trouver légitime d'utiliser la violence contre lui. Et c'est vrai que dans beaucoup de conflits, l'ennemi est vu comme le mal absolu, et c'est assez logique parce que c'est la raison, c'est la condition pour laquelle on va pouvoir vouloir l'éliminer. Donc voilà, c'était quelques exemples d'obstacles à la communication dans nos comportements de tous les jours. Il y en a plein d'autres, j'aurai pas le temps de vous en parler, mais en tout cas, la communication non violente nous propose d'éviter ça et d'essayer de communiquer entre nous en nous concentrant au contraire sur des choses qui vont pouvoir nous rassembler et sur lesquelles on va pouvoir se comprendre. Et donc, une des premières choses sur lesquelles on peut être d'accord, ça va être l'observation objective des faits, donc sans y mêler nos interprétations et nos jugements. La deuxième chose, ça va être d'exprimer les sentiments et les besoins qu'on éprouve dans cette situation. Parce que les sentiments et les besoins sont des choses qui sont universelles et qui sont communes à tous les êtres humains. Donc même si on n'est pas forcément d'accord parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment, au moins c'est un langage commun sur lequel on peut se comprendre. Et une fois qu'on a réussi à établir un dialogue où on peut formuler une demande, qui doit surtout pas être une exigence parce qu'on a vu que ça pose problème, et qui doit être suffisamment précise et réalisable. Donc plutôt que vous donner plus de détails, je vais essayer d'illustrer ça par un exemple. Alors comme c'est moi qui l'ai imaginé, j'espère vraiment qu'il sera suffisamment fidèle à ce qu'est la communication non violente, parce que je ne maîtrise pas tout, mais bon, au moins ça va vous permettre de vous faire une idée. Donc supposons que ce soir, je rentre chez moi à minuit, et que en arrivant, je trouve des jouets étalés par terre, de la pâte à modeler collée sur le carrelage, de la vaisselle sale partout dans la cuisine, et qu'au milieu de tout ça, je vois mon mari affalé sur le canapé en train de regarder des vidéos sur son téléphone. Donc comme j'ai pas du tout le réflexe d'utiliser la communication non violente, il y a des chances que je lui dise un truc comme chaque fois que tu restes tout seul avec le psy à la maison, vous foutez le bazar partout, et tu pourrais pas ranger avant de glander sur ton téléphone. Et si mon objectif en disant ça, c'était qu'il se motive pour aller ranger la maison, il y a des chances que je n'obtienne pas tout à fait ce que je veux. Donc comment j'aurais pu dire ça de façon un peu plus constructive avec la communication non violente ? Alors, j'aurais pu commencer par faire une observation, au lieu de lui dire c'est le bazar. J'aurais pu simplement observer les faits, dire voilà, il y a des jouets par terre, de la pâte à modeler collée sur le sol et de la vaisselle sale dans la cuisine. Et quand je vois ça, comment je me sens ? Je me sens un peu fatiguée et un peu découragée. Parce que, en fait, alors la communication non violente nous dit que quand on ressent un sentiment désagréable comme ça nous signale que derrière, il y a un besoin qui est important pour nous et qui n'est pas satisfait. Donc, à partir de ce sentiment, je vais essayer de me dire quel est mon besoin. Et là, mon besoin, j'ai besoin de soutien dans les tâches ménagères. Et je vais pouvoir formuler une demande à partir de ça, qui soit suffisamment précise, limitée dans le temps. Donc, je pourrais lui dire est-ce que tu serais d'accord pour ramasser les jouets et faire la vaisselle avant demain soir pour que ce ne soit pas moi qui sois obligée de le faire. Alors peut-être que si je m'étais exprimée comme ça, j'aurais eu plus de chances de me faire entendre, mais c'est pas ce que j'ai dit. Donc il y a des chances que mon mari me réponde à quelque chose comme mais je ne vois même pas où il est ton bordel là, et
enfin, tu te rends compte que tu es en train de me prendre la tête à minuit sur le ménage. Et là, j'entends quelque chose qui n'est pas très agréable pour moi. Si je réagis à partir de ça, il y a des chances qu'on passe une très mauvaise soirée. Mais si par miracle, je me souviens de la communication non violente, je vais me souvenir aussi que quelqu'un qui exprime une critique ou un jugement sur quelqu'un d'autre, en fait, c'est lié à un besoin qui n'est pas satisfait chez lui. Et ce qu'il a vraiment à dire, c'est ça. Un peu comme moi au début, je lui ai dit, voilà, c'est le bazar, et t'es un glandeur, en gros. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai besoin de soutien. Donc, j'ai essayé de l'écouter de la même manière, de manière empathique, pour essayer de comprendre ce qu'il a vraiment à me dire et quels sont ses sentiments et ses besoins face à cette situation. Donc, on referait le même processus en posant des questions. Je pourrais essayer de lui demander, par exemple, est-ce que quand tu m'entends te dire que c'est le bazar, tu te sens un peu en colère parce que tu aurais besoin de compréhension pour ce qui n'est pas fait exactement selon mes critères et que tu aurais besoin de reconnaissance pour tout ce que tu as fait par ailleurs. Voilà, bon, j'essaye. Je peux tout à fait me tromper. Si c'est le cas, il va me le dire assez vite. Et il peut me répondre, par exemple, donc ce qui compte, c'est vraiment d'essayer et d'essayer d'être à l'écoute de l'autre. Il peut me dire, par exemple, oui, enfin bon, c'est pas tellement une question de reconnaissance, mais là, je suis crevée et franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête sur le ménage. Ah, donc, t'es vraiment fatiguée et t'aurais besoin de te reposer. Bah oui, et puis, au lieu d'aller me coucher, moi, je t'attends et tu débarques en me parlant de vaisselle sale. Ah, donc, quand je suis arrivée en te parlant de ça, tu t'es sentie déçue et triste parce qu'en fait, tu aurais eu besoin de partager un moment agréable tous les deux. Ah bah oui, alors, bon, si c'est ça, hein, parce que si c'est pas ça, il va le dire aussi. Et à partir de ça, je peux essayer d'imaginer quelle serait sa demande, donc je peux lui dire, est-ce que ce que tu aimerais là, c'est que je vienne juste m'asseoir avec toi, en laissant tomber tout le reste, et puis qu'on passe un bon moment tous les deux. Oui, donc si c'est ça, et ben pour moi c'est super, parce que ça tombe bien, ça me fait super plaisir de faire ça. Donc voilà, là c'est chouette. Mais le ménage n'est toujours pas fait. Donc, je n'ai pas réglé mon problème de départ. Par contre, maintenant qu'il a été écouté, que lui, ses besoins ont été entendus, je peux revenir vers lui avec une phrase, pas c'est le bazar et t'es un glandeur, mais avec quelque chose, avec mon besoin de soutien et en lui demandant s'il serait d'accord pour faire le ménage avant demain soir, pour que j'ai pas à le faire. Et peut-être qu'en fait, il sera ravi de faire ça pour moi. Et donc voilà, si c'est le cas, on a tous les deux nos besoins qui sont satisfaits et en plus, on a la satisfaction d'avoir fait quelque chose pour l'autre. C'est la situation idéale, évidemment. Ça peut arriver très souvent qu'en fait, on n'arrive pas à une solution qui nous convienne parfaitement à tous les deux. Mais au moins, si on a communiqué de cette manière-là, on a évité de s'envoyer tout un tas de jugements à la figure et on n'a pas abîmé la relation là-dedans et on se laisse plus de chances de trouver une solution à long terme. Et c'est peut-être ça l'essentiel en fait que je retiens de cette méthode de communication qui en fait va un peu plus loin que ça. C'est que en fait l'objectif c'est vraiment pas prioritairement l'obtention d'un résultat, c'est vraiment de préserver nos relations, de prendre soin des relations entre nous. Et ça a été... donc là, je vous ai donné des exemples de la vie quotidienne, mais en fait, ça a été utilisé aussi dans des contextes beaucoup plus lourds pour essayer de permettre à des gens de vivre à nouveau ensemble après des épisodes de massacres comme au Rwanda ou au Kosovo. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vers la paix et je me dis que on en a besoin. Donc voilà, je vous ai mis quelques références de livres et de sites internet si vous avez envie d'aller plus loin et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions du mieux que je pourrais. Oui. On
On ne connaît pas la suite avec le petit enfant de 2 ans et demi. Comment Comment ça s'est passé? La suite avec son fils, comment ça s'est passé? Comment ça s'est réglé? Alors, justement, avec mon fils, j'ai tenté d'utiliser la communication non violente avec lui. Violente aussi, mais ça ne marchait pas. À un moment où j'avais pas bien compris que le but, c'était pas d'avoir ce que je voulais. Donc, j'ai dû lui dire un jour un truc parfait au niveau de la grammaire CNV, avec besoin, sentiment, machin, tout ça. Du genre, en fait, il avait l'habitude de mettre de la nourriture par terre en jouant à table. Ça m'énervait un petit peu. Et donc, je lui disais que voilà, qu'il ne voulait pas nettoyer. Donc, j'ai dû lui dire un jour, voilà, quand je vois de la nourriture par terre, je me sens un peu en colère parce que j'ai eu besoin de respect pour le ménage que j'ai fait. Alors bon, déjà, c'était pas très accessible à un enfant de 2 ans. Et ce qu'il m'a répondu, c'est... oui, non, et donc j'ai fait une demande, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien descendre ramasser la pâte que tu viens de mettre par terre? Et il m'a dit, non, je veux que c'est toi qui ramasses. Et là, je me suis dit, la communication non violente, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Et bon, j'ai fait la méthode habituelle, je l'ai un peu engueulé, machin. Évidemment, il n'a pas ramassé sa pâte, on s'est disputé, enfin voilà. Ça s'est mal terminé. Et en fait, j'avais pas du tout compris l'objectif. C'est pas parce qu'on dit ça, alors c'est sûr, c'est moins pire que d'insulter quelqu'un, on est d'accord, mais c'est pas parce qu'on va le dire comme ça qu'on va obtenir ce qu'on veut, c'est pas une technique de manipulation. Le but, c'est vraiment de réussir à préserver les relations. Et là, la relation avec mon fils, elle n'était pas super bonne, et elle n'était pas super bonne pour une bonne raison que j'ai fini par comprendre, c'est qu'en fait, j'étais pas assez présente à son goût, et qu'on passait pas assez de temps ensemble, et donc du coup, il faisait aussi pas mal de choses, enfin, il avait pas envie de me faire plaisir, tout simplement. Et donc, ce qu'il y avait à faire en premier, c'était de restaurer cette relation. Et là, c'est ça l'esprit de la communication non violente. Et c'est vrai que, en faisant des efforts aussi de mon côté pour répondre à ses besoins à lui, maintenant, alors je dis pas que c'est idéal tous les jours, hein, mais il est capable de coopérer en fait. Il va pas obéir, et c'est pas ce que j'ai envie de lui apprendre. Mais si je lui demande de ramasser et qu'à ce moment-là, il a rien qui fait qu'il n'a pas envie de le faire, il va le faire parce qu'il sait que moi, ça m'apporte quelque chose. Il a compris ça. Et quand il a envie de coopérer, il le fait. Par contre, si pour une raison ou une autre, moi, j'ai fait quelque chose qui fait qu'il est remonté contre moi, mais il ne va pas coopérer. Mais voilà, c'est pas le but de la communication non violente, c'est pas d'obtenir ce qu'on veut tout le temps et c'est pas de faire obéir les gens. Donc je n'ai pas vraiment réussi à résoudre la situation avec mon fils de la façon dont j'imaginais que je la dont je voulais au début la résoudre. Voilà, je ne sais pas comment ça se conjugue ça. Mais en fait, ça s'est beaucoup apaisé et oui, ça a vraiment changé les choses. Est-ce que c'est le seul outil de communication non violente? C'est la seule procédure? Non, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont vers la bienveillance, vers la non-violence, qui sont pas sous ce sigle-là. Il y a certainement plein d'autres choses. Ouais. Dans les conversations, j'en connais quelques-unes aussi quand on parle avec quelqu'un, tout simplement ça passe par des formulations de phrases toutes simples. Par exemple, le oui mais, quand on parle avec quelqu'un, quand on est en train de débattre avec lui, quand on lui dit oui mais, on est déjà en fait dans la... Quand on parle avec lui, on est déjà en fait dans la réponse, on est déjà en train de préparer sa réponse. Quand on lui répond oui mais, alors moi je connais une petite formulation de phrase qui dit dans une phrase, tout ce qui est avant le mais, ça compte pas. Oui. Voilà. Donc voilà, ça passe par des toutes petites formulations comme ça, c'est plus simple. Il y a le oui mais, il y a qu'est-ce que je pourrais encore dire, les formules qui rentrent très dans la confrontation. Du style dans la confrontation du style quand on répond non tout de suite. Non. Juste le mot non, ça place un mur avec l'autre. Quand on dit je pense plutôt que peut-être, voilà, des formules qui sont beaucoup plus atténuantes. Voilà, c'est un exemple de moi qui dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, déjà, ça, c'est des formes toutes simples de communication. Ouais. Et
Ouais. Et à propos du nom, en fait, si je me souviens bien, enfin la CNV, alors en l'occurrence là dont je vous parle, mais ça peut être... il y a plein d'autres gens qui disent la même chose. Enfin, c'est pas Marshall Rosenberg disait qu'il n'avait rien inventé. En fait, il a juste réuni pas mal de choses pour faire quelque chose qui se tient. Mais voilà. Pour le non, il disait que plutôt que de dire non, il vaut mieux dire à l'autre à quoi on dit oui. Parce que si on dit non, c'est parce qu'on veut répondre à un autre besoin chez nous. Enfin, par exemple, viens, on va sortir au cinéma. Non. Ou alors on peut dire moi j'ai plutôt envie de me reposer. Alors, voilà, expliquer plutôt. Qui fait qu'on va dire non plutôt que de dire non, je veux pas. Ouais, après, c'est important de savoir dire non aussi, quoi. Parce que c'est souvent que dans les relations, on dit non, moi j'ai plutôt envie de faire ça, ou non, j'ai un truc, et on en arrive à des mensonges tout le temps, quoi. Ou à des trucs pas vraiment des mensonges, mais un peu emballés, qui sont pas forcément la réalité. Et il y a des cultures, en Colombie, où ils disent jamais non, ils disent toujours oui pour faire toujours plaisir à tout le monde. Et ils ont des problèmes de société énormes parce qu'il n'y a jamais personne qui ait mis d'avis contraire à quelqu'un d'autre. Donc ça fout toujours la merde puisque ils disent oui à tout. Tu fais un référendum, c'est pratique. Forcément oui. Mais tu fais ce que tu veux. Ah oui. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut réfléchir. C'est important de savoir dire les choses. Et si je peux répondre juste à la dernière intervention, en fait, là, il ne s'agit vraiment pas de dire oui pour faire plaisir. Il s'agit de dire pourquoi on dit non plutôt que de dire le mot non, en fait, de dire en fait, moi, c'est autre chose que j'ai envie de faire, mais de dire à quoi on dit oui, mais pas de se plier au désir de l'autre. C'est pas du tout ça l'esprit, mais je suis pas sûre d'être claire. Ouais, d'accord. Savoir expliquer pourquoi on dit non. Oui. Plutôt que d'être c'était peut-être ça que je voulais dire tout à l'heure, plutôt que d'être dans le non argumentaire. On se plus dans l'explication de pourquoi est-ce que je dis non parce que je pense qu'on a quelque part, on a tellement peur que l'autre en face, qui nous demande quelque chose, à qui on va dire non, ne nous aime plus ou à ce moment-là ne nous considère plus, que du coup on dit oui et on se force à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie. Et c'est là où ça commence à pas être bon. Après. Oui, et ça fait partie de la communication violente aussi, de dire que voilà, c'est de faire des choses, si c'est pas avec vraiment l'envie de le faire, alors on le fait pas. C'est porteur de violence en soi, parce qu'en fait on se fait violence à soi-même et au fil du temps on finit par le faire payer aux autres. Donc c'est pas constructif. Le bouquin de Marshall Rosenberg est fabuleux. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais, Charlotte. Moi, ça m'interroge parce que quand je vous entends parler comme ça, je me dis que ces méthodes de communication doivent être très utilisées pour les managers, par exemple, dans les sociétés. Je pense qu'on leur apprend beaucoup la communication non violente, justement dans un esprit de manipulation aussi, pour que les employés fassent ce que eux on leur demande de faire. Et du coup aussi, je pense que finalement, peu importe la manière dont on le dit, je pense que c'est surtout le temps qu'on y met. Comme tu dis, toi, avec ton enfant, c'est le fait d'avoir passé du temps avec lui, finalement. Je pense que le fait, c'est pas tant ce que tu vas dire à ton mari ou quoi, c'est le fait de juste prendre le temps de parler quand on n'a plus le temps de parler. En fait, c'est juste ça. Enfin, ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est plus que la communication violente ou non violente. C'est juste, est-ce qu'on a plus d'1 heure le soir avant d'être exténué, avant de se foutre au lit, parce qu'en fait, on a passé une journée épuisante avec des managers qui nous ont dit alors moi, je pense que ce serait mieux qu'on le fasse comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Je pense qu'il y a un effet pervers aussi dans cette manière. Je pense que ça a été utilisé aussi dans la société d'une manière un peu pervertie. Oui, je pense que, effectivement, ça et d'autres techniques d'autres méthodes de communication qui sont censées, elles sont plutôt utilisées
dans les entreprises pour arrondir les angles sur un truc qui finalement dans l'intention il reste le même. Et c'est un contresens par rapport à la communication non violente où là finalement ce qui est essentiel là-dedans c'est l'intention. C'est pas la forme et les 4 étapes etc. C'est vraiment l'intention qu'on y met. Mais effectivement ça peut quand même marcher suffisamment pour que ce soit utilisé quand même dans des sociétés voilà, et ça se répand. Il y a effectivement pas mal de formations en entreprise alors qu'ils n'ont pas forcément tous un mauvais esprit et qui peut-être peuvent aussi faire évoluer la façon de penser des gens dans les grandes entreprises. Mais oui, c'est aussi utilisé dans du management pas forcément très non-violent. Rosenberg, il s'en est servi en fait aussi dans des gros conflits de pays, entre pays. Il a créé vraiment des gens qui ont appris sa méthode et qui maintenant passent partout sur Terre pour donner cette façon de faire. Il a résolu des problèmes en entreprise aussi, également, où il est allé, où il y avait vraiment des conflits qui étaient complètement inextricables, merci beaucoup. Et du coup, il a réussi à ce que les gens se parlent et à ce qu'ils trouvent une solution qui convienne à tout le monde parce que, en fait, les gens ne savaient pas se parler. Ils étaient en conflit. Ils voyaient leurs besoins à eux, comme tu dis, Gaëlle, et ils ne voyaient pas le besoin de l'autre et de ce que pouvait avoir besoin. Et lui, en faisant cette méthode-là qui a été reprise par plein de gens maintenant, il arrive à sortir de conflits, mais des trucs où ça faisait des centaines d'années où ça bloquait, quoi. Donc c'est bien, tant mieux. De Rosenberg qui a écrit le bouquin, enfin en tout cas le premier que tu cites, qui est vraiment super. Je pense que ça dépend aussi du conflit, effectivement, parce que si dans une entreprise on a décidé de licencier 500 personnes, qu'on utilise la communication non violente ou pas... Non mais là je parle pas de ça. Là une fois que c'est entériné, c'est mort. Hein. Alors, Ça prend une seconde. le mot de la fin pour Gaëlle. C'est pas vraiment le mot de la fin, mais comme c'est filmé, je veux juste préciser que c'est une situation totalement fictive. Hein. Ça se passe pas comme ça avec mon frère. Avec pas que ça reste dans la boîte. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai vraiment énormément caricaturé et inventé pour les autres. Ouais, il y aura des preuves maintenant. On va lui montrer. Alors, merci Gaëlle. C'était très chouette.